Effectivement, je vais vous parler d'un livre qui vient d'être édité en mars dernier. Le titre, Les origines de Christophe Colomb, que tout le monde connaît bien entendu, qui a été écrit par Albert Mattei. Je pense que c'est sa première œuvre. C'est un Cap corsin d'une soixantaine d'années, qui au départ ne voulait pas faire un livre pour faire un livre, comme on dit, puisqu'il voulait surtout, c'est un, je dirais, quelqu'un qui fait beaucoup de recherches historiques, et de fil en aiguille, donc, il y a travaillé pendant 5 ans, et donc on l'a incité à l'éditer. Voilà. Il est sorti aux éditions Animagos, dans le thème Histoire-Essai. Une édition bastiaise, Animagos. Une édition bastiaise, tout à fait. Alors, bon, tout chacun le sait, hein, Christophe Colomb, donc, grâce à sa vie, son œuvre et ses origines, est celui qui, en 1492, le 12 octobre pour être précis, est arrivé sur une terre en pensant que c'était les Indes. En fait, on l'a su bien après, c'était les Amériques. D'ailleurs, les premiers indigènes qui ont été contactés par les trouvés, on les a appelés les Indiens, donc d'où l'appellation historique. Voilà, c'est pour cette raison. Donc, c'est tout à fait par hasard, c'est important maintenant. Il y a eu beaucoup de livres, bien entendu, sur les origines de Christophe Colomb. Oui, un de très plus. revendiqué. Tout à fait, un de plus. Mais moi, je l'ai lu donc avec attention. Et c'est tout à fait par hasard que l'auteur, donc Albert Mattei, a découvert l'existence d'une lettre de Christophe Colomb, qui, aux yeux de l'auteur, est un véritable pavé dans la mare, je dirais. Ça met à mal toutes les hypothèses concernant les origines du grand navigateur. Alors, conscient de l'importance de cette trouvaille, de cette découverte... C'est une lettre qu'il va trouver en Corse, donc. Alors, non, pas tout à fait. C'est dans l'œuvre de Christophe Colomb qui est, on ne le savait, moi je ne le savais pas, il est immense. C'était un écrivain, il était historien, littérature, il écrivait beaucoup à l'époque, en espagnol, on y reviendra, et pas en italien. Donc, conscient de l'importance de cette découverte, et pour ne pas passer pour un imposteur, Albert Mattei, donc, il a voulu sans cesse avoir à l'esprit et à cœur de respecter 3 notions fondamentales: le respect, ça, donc, en dehors de l'histoire, l'humilité et également la lucidité. Alors, un rappel historique, on sait qu'il y a plusieurs thèses, bien sûr, sur l'origine de Christophe Colomb, ça remonte à près de 600 ans maintenant, en fonction des nombreuses études qui ont été effectuées. La thèse catalane, la thèse juive, la thèse corse, mais surtout la thèse génoise, bien entendu. Bon, la thèse génoise écrase les autres parce qu'il y a quand même des références historiques très importantes. L'existence du document qu'on a appelé Ragolta Colombiana, qui pendant un siècle, de 1729 à 1515, ont été écrits par différentes diocèses. La plupart de ces documents donc, sont d'ailleurs des actes notariés, et qui ont révélé à l'époque une notion sociale importante. Il y avait un noyau familial portant le nom de Colombo, qui portait sur 3 générations. Mais rien à voir avec le fameux inspecteur contemporain. Alors, Christophe Colombo serait né en 1451, donc en traditionnel. Il avait 3 frères et une sœur, bon, ça n'est pas le plus important. Et la toute première trace des écrits, son nom apparaît donc, sur un acte qui a été rédigé par un notaire quand il avait 19 ans en 1470. C'était relatif à un règlement de dette. Ensuite, il y a un autre document qui date de quelques années après, 1479, indique qu'il doit partir de Gênes pour aller à Lisbonne. Donc il était bien à Gênes à cette époque-là. Mais, si la thèse génoise donc, est universellement connue, il y a quand même un mystère qui subsiste, c'est que Christophe Colomb ne savait pas écrire l'italien. Il écrivait l'espagnol et un petit peu en latin, d'après ce que je peux comprendre, surtout l'espagnol. Il a rédigé donc une colossale œuvre littéraire en espagnol, et c'est grâce donc à cette œuvre qu'on a pu faire beaucoup de recherches. Malheureusement, il y a beaucoup de copies. Les documents, je dirais, inédits sont plutôt rares. Mais bon, c'est avec ce qu'on a. Donc, il n'y a aucun document qui prouve qu'avant 1470, sa présence donc, dans cette ville de Gênes. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un acte de baptême, un acte de naissance dans Gênes. Donc, il n'est pas impossible, on est parti de ce postulat, dans ma thèse, que son enfance se soit déroulée ailleurs, et donc peut-être aussi sa naissance.
parler un petit peu des fondements de la thèse corse. Alors, bien sûr, là aussi, il n'y a pas vraiment, il y a beaucoup d'interrogations, bien entendu. On sait qu'il y a l'ossature génoise, on va pas y revenir. Mais un gros point sur le point d'interrogation sur les premières années, on l'a dit. Et c'est surtout cela, donc ce vide, qui a poussé l'auteur à faire des recherches plus poussées. Donc, parallèlement, la thèse corse, c'est quoi? Bon, elle est bâtie sur une argumentation plus ou moins sérieuse, c'est-à-dire que il y a une tradition maintenant orale hein, qui est multiséculaire, donc qui affirme que Christophe Colomb serait né à Calvi. Ah oui, Calvi. Voilà, il y a d'ailleurs l'existence dans la citadelle de Calvi d'une maison dite de Christophe Colomb. Il y a également l'existence d'un réseau familial originaire de Calvi qui est établi en Espagne. Et enfin, c'est peut-être pas un détail, hein, il y a la présence de chiens corses parmi les équipages de Christophe Colomb. Ça, on en a la certitude. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important est à venir, c'est de constater que, parmi les gens qui défendent la thèse corse, bien entendu, que la famille Colombe, donc, qui apparaît dans les documents génois, n'a aucun rapport avec la famille d'un Christophe Colomb originaire de Corse. Donc il y aurait deux familles de Christophe Colomb. Donc on a affaire à deux thèses radicalement opposées au départ. C'est en partant de là donc qu'il y a d'autres indices troublants. Par exemple, à une époque qui a précédé les 4 grands voyages de Christophe Colomb, il se faisait appeler Cristobal des Terra Rubra, pourpre, etc. Bon, on a à noter que le nom d'un village de la commune de Cagnan, donc dans le Cap Corse, avait le même nom, Terreros et Terreros. Toujours à Cagnan aussi. Il y a une famille qui portait le nom de Christophe, qui pouvait bien avoir un rapport avec Christophe Colomb, pourquoi pas. Ensuite, à l'époque, on sait qu'il y avait une influence espagnole, aragonaise très forte en Corse. D'où l'idée que Christophe Colomb ait pu apprendre le latin et l'espagnol en Corse, et pas en Italie. Voilà. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle un contexte historique et toponymique qui surprend un petit peu, à savoir que toujours dans la région de Cagnan, il y a un lieu dit qui est nommé Fontana. Là aussi, bon, on a fabulé un petit peu. La mère de Christophe Colomb s'appelait Susana Fontanaros. La colline dessus s'appelait Colombagne, bon, qui pouvait bien sûr signifier que c'était un lieu où il y a des colombes, mais ça aurait pu être aussi la terre des colombes. Voilà. Et enfin, il y a un autre lieu cadastral qui s'appelle San Christophe. Donc, on vient de le dire, Christophe Colomb, c'était quelqu'un de très prolixe dans le domaine épistolaire et littéraire. Et grâce à ces lettres, donc, on a voulu chercher un indice nouveau qui est susceptible de consolider un petit peu la thèse corse, selon laquelle les racines du Christophe Colomb pouvaient s'infiltrer dans la Corse profonde. Alors, il y a pas mal de lettres je les ai consultées sur Internet. Il y a des lettres qui sont très connues, comme la relation au roi, quand il écrivait au roi d'Aragon. La lettre à la nourrice, ce sont des véritables chefs-d'œuvre, dans la parenthèse de Christophe Colomb. Alors, c'est après donc une longue lecture attentive de l'auteur Adamaté, entre autres, de l'ensemble de l'œuvre de Christophe Colomb, que son attention s'est fixée sur une autre lettre. Une lettre qui dite lettre à Ovando. Alors Ovando était le gouverneur de Saint-Domingue à l'époque. Parce que Christophe Colomb, il faut savoir que lors de son deuxième voyage, était naufragé à la Jamaïque. Il était malade, il avait la goutte, l'arthrite, donc le moral, son état de santé se dégradait. Et il est resté 1 an là-bas. Alors, pour organiser les secours de Colomb, ses seconds, je dirais, Fiesque et Mendes, de nom à retenir, hein, deux proches de Christophe Colomb, ils furent chargés d'aller avertir donc, le gouverneur. Alors, ce dernier, donc, le gouverneur Ovando, il a envoyé donc, en mission un certain Diego Escobar, afin de s'assurer d'abord qu'il était toujours en vie, Christophe Colomb. Et il était porteur d'une lettre, le gouverneur Ovando, dont on ne connaît pas le contenu. La lettre, on ne sait pas ce qu'il y avait. Par contre, on a la lettre de la réponse de Christophe Colomb. Et sans vouloir, donc je dirais, divulguer le contenu de la lettre, ne plus que pour susciter un peu l'intérêt de la lecture du livre. Oui, voilà. Absolument. Moi je déduis effectivement, ça surprend, ça fascine. Donc, ça accrédite cette thèse. Disons que voilà, en conclusion, la thèse génoise qui était opposée avec la thèse corse, elles deviennent avec cette lettre complémentaires, en fait,
Donc, tout le monde est arrangé dans l'affaire. oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Voilà. Bon, alors, Finalement, il a quand même terminé. Il était heureux que Christophe Colomb ait pu laisser tant d'énigmes d'un côté. Parce que bon, les siècles ont passé, donc ça permet de rêver, etc. Et ça galvanise les mémoires, l'esprit, etc. Voilà. Donc on et puis il y a un fort enjeu, parce que si Christophe Colomb est déclaré du Cap Corse, je veux dire, imaginez la foule de personnes qui vont venir visiter les soirées de Cagnane. Christophe Colomb. Oui, Pas de Cagnane. Et M. Maté est du Cap Corse, donc on voit de Cagnane, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il va trouver Fontane. Parce que nous aussi, on a des endroits qui s'appellent Terra Rose. En plus, il a un resto à Cagnane. Il a un restaurant. Donc le monde... Alors, ce n'est pas Bermaté qui parle, mais c'est moi, personnellement. Ah, ça, c'est Raymond qui donne son avis sur Je donne mon avis sur le livre. Sur la thèse. Voilà. Sur le livre ou sur la thèse? Non, c'est personnel. C'est personnel, donc je dis, bon, ça va faire sourire certains, mais moi je pense que j'ai une autre thèse sur la Calvi, Cagnane et peut-être Penta, je crois dire. Et Penta Conil. Pourquoi? Ne riez pas parce que je suis sérieux. Pourquoi? Lors de son deuxième voyage, donc le premier voyage, pardon, Christophe Colomb était parti avec trois caravelles. La Nina, Santa Maria et la Pinta. Le E peut-être transformé en I et peut-être donné son nom à Penta. C'est un peu vague, hein, comme... Oui, mais vous savez, comme Fontane a été rare. C'est un peu... Les enjeux, c'est pendant qu'il y a eu les festivités, les grandes festivités, où il y a eu un budget au niveau national, où là, ça aurait été intéressant, effectivement, de savoir vraiment de quel endroit. Parce qu'il y a eu des villes pour lesquelles ça a été une manne terrible, quoi. Il est très revendiqué. Hein. C'est très revendiqué. Tout le monde essaie de s'approprier la paternité de Christophe Colomb. Voilà, en plus sérieusement, je pense que c'est un livre à lire, ne plus que cet élément nouveau, cette lettre, qui peut apporter notre regard sur les origines de Christophe Colomb. Voilà, On se penche aussi sur Amerigo Vespucci. alors, simplement, oui, je pense que c'est quand même une lacune. Hein, Il était venu, oui. Christophe Colomb